bonjour tout le monde. J'aurais aimé vous voir en personne, mais comme la tradition le veut depuis 12 mois, on va faire ça de façon virtuelle et j'espère que ce sera tout aussi engageant pour vous. Donc, comme Mme Picard le disait, mon nom est Marie-Pierre Isabelle. Je suis professeure adjointe au département d'économique de l'Université Laval. J'y suis depuis près de 2 ans, mais c'est un retour aux sources pour moi parce que j'ai étudié à l'Université Laval avant d'être professeure. Donc, j'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise à l'Université Laval au département d'économique. Je me suis ensuite éloignée un petit peu le temps d'aller faire un doctorat et un postdoctorat et j'ai eu le plaisir et le privilège de revenir en 2019 comme professeure au département. J'enseigne notamment le cours d'économie de la santé avancée qui est disponible pour les étudiants de baccalauréat et aussi pour les étudiants au cycle supérieur. Et donc, ce dont j'ai envie de vous entretenir aujourd'hui, c'est en fait un sujet qui, je crois, est très d'actualité, qui est devenu d'actualité en fait encore plus qu'il ne l'était avant en raison de la pandémie. Mais j'ai envie qu'on discute ensemble des liens qui existent entre non seulement notre revenu et notre santé, mais entre notre revenu relatif et notre santé. Et donc, dans un contexte où les inégalités augmentent, c'est un sujet là, qui devient de plus en plus important à comprendre pour ceux et celles d'entre nous et d'entre vous qui avaient à réfléchir à la question des politiques publiques de santé, mais également pour ceux et celles d'entre nous qui voyons les inégalités se multiplier dans notre société et qui réfléchissons aux impacts que ça peut avoir sur notre santé, sur celle des gens qui nous entourent, sur différents groupes également dans la société. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous. Et on aura donc environ une quarantaine de minutes là, pour réfléchir à cette question ensemble et ensuite, ça me fera très plaisir de prendre vos questions si tant est que vous en ayez. Donc, j'ai intitulé cette présentation Revenu et santé, est-ce que tout est relatif? Justement pour mettre en lumière l'idée qu'on a deux types de revenus. Il y a notre revenu absolu, notre revenu relatif. Chacun d'entre eux peut avoir un impact sur notre santé et c'est important de comprendre l'impact de chacun d'entre eux sur notre santé dans un contexte où les inégalités augmentent. Mais avant d'aller plus loin, ce que j'aurais envie de faire avec vous, c'est commencer juste en mettant la table et en vous demandant un peu quelle est votre perception de la distribution des revenus au Canada? Quelle est votre perception des inégalités à l'échelle canadienne? Et donc, je vais partager avec vous un sondage auquel vous allez pouvoir répondre en direct. La première question que j'aimerais vous poser, c'est d'après vous, et là, allez pas chercher là, sur Statistique Canada, googlez pas, je sais que vous en avez l'opportunité, mais ne googlez pas tout de suite. Et ce que j'aimerais vous demander, c'est, à votre avis, quelle est la proportion des revenus des Canadiens qui allaient aux 1% des Canadiens les plus riches? Là, je vais partager avec vous la question. Vous avez 3 choix de réponse. Vous avez l'option, vous avez donc l'option 6,3%, 11,7% et 12,5%. Donc, je laisse encore quelques instants pour répondre. Je vois qu'il y a des gens qui hésitent. Même si vous avez une mauvaise réponse, je ne vois pas l'identité des gens, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de il n'y a pas de mauvaise réponse qui peut être problématique. D'accord. Donc, j'ai fermé le sondage. Je vois qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas encore eu l'opportunité de répondre, mais vous pourrez vous reprendre à la prochaine. Donc, il y a 5 personnes d'entre vous qui ont répondu 6,3%. Il y a 2 personnes qui ont répondu 11,7% et 7 personnes qui ont répondu 12,5 personnes. Tout le monde qui n'a pas répondu s'est abstenu. Et la bonne réponse, un petit peu, que je vous la montre, c'est 11,7%. Donc, clairement, ce n'était pas la réponse la plus populaire. Mais effectivement, si on regarde la proportion du revenu des Canadiens qui est allée aux 1% des Canadiens les plus riches, c'est près de 12% des ressources. Donc, ça veut dire que le 88% qui reste est allé aux 99% des autres Canadiens. Et là, on se parle de revenus avant taxes et transferts, mais incluant tout ce qui est gains en capitaux qui ont pu être faits. Donc, tous les revenus, ce qu'on appelle les revenus du marché. Donc, c'est 12% qui sont allés à 1% de la population. Vous voyez là un peu l'espèce de débalancement dans la distribution de revenus. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde comment cette proportion-là a évolué au fil du temps, on se rend compte qu'elle a beaucoup augmenté depuis les années 80.
pour atteindre un sommet en 2007. Évidemment, la crise économique a un peu limité la croissance des revenus au haut de la distribution, mais c'est une tendance qu'on observe aussi quand on regarde la croissance, la concentration des revenus dans le top 10 des Canadiens les plus riches. Et le corollaire de tout ça, évidemment, c'est que si les plus riches accaparent une plus grosse partie du revenu national, eh bien, les gens qui sont au bas de la distribution, donc là, ici, en rose pâle, je vous montre l'évolution de la proportion des revenus qui va aux 50 %. Donc, il y a la moitié des Canadiens qui se trouvent au bas de la distribution. Et on voit que cette proportion-là a diminué beaucoup. Rappelez-vous, c'est 50 % des gens qui, en 1980, s'accaparaient environ 14 % des revenus au niveau national. Et aujourd'hui, ou du moins avant la pandémie, on se retrouvait à peu près 10 % des revenus. Je vous parle du Canada, mais évidemment, ce n'est pas un phénomène qui est spécifique au Canada. C'est une tendance qu'on observe un peu partout dans les pays qui ressemblent au Canada. Là, si on regarde la France, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, évidemment, la croissance a été plus rapide aux États-Unis, mais on se rend compte qu'elle est également très, très rapide au Canada là, en ce qui nous concerne. Donc voilà, c'est une tendance qui est à la hausse et qui augmente les inégalités qui marquent notre société. Là, je vois qu'en faisant le sondage, je ne suis pas encore une professionnelle des sondages WebEx, malheureusement. Je vois que ça avait coupé ma caméra, je m'en excuse. Mon but n'était pas de me cacher. Donc, deuxième question pour vous. D'après vous, combien il fallait gagner en 2018 toujours pour faire partie du 1 % des Canadiens qui sont les plus riches, en fait, au Canada? Donc, je vous donne encore une fois 3 choix de réponse: 185 100 $, 224 300 $ ou 270 100 $. Je vous partage le sondage à l'instant. Ça va couper ma caméra, je reviendrai, ce ne sera pas très long. Donc, je laisse encore quelques secondes pour répondre. Encore une fois, il n'y a pas de danger à avoir la mauvaise réponse. Je ne vois pas qui répond quoi et personne d'autre ne le voit non plus. Super. On est à peu près arrivé à ce qu'on appellerait un steady state en économie de réponse. Je vais fermer le sondage et je vais vous partager la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est 270 100 $. Ça, c'est ce qu'il faut gagner pour faire partie du 1 % des Canadiens les plus riches. Par contre, si on regarde le revenu moyen des Canadiens, du 1 % des Canadiens les plus riches, on se monte à 388 000 par année. Dernière question, avant que là, je tourne ma caméra pour de bon. D'après vous, quel était le revenu médian de tous les Canadiens en 2018? Donc ça veut dire si j'aligne tous les Canadiens d'un bout à l'autre, du plus pauvre au plus riche, et que je regarde celui qui est dans le milieu de la distribution, combien serait son revenu annuel? Est-ce que ce serait de 35 700 $, 36 900 $ ou de 42 400 $? Ce qui est chouette avec des sondages comme ça aussi, c'est que ça vous permet un peu de vous situer dans la distribution de revenus. Souvent, c'est très, très difficile de savoir où on est dans la distribution de revenus au Canada. On a une idée de combien les gens autour de nous gagnent, mais vraiment, là, la distribution des revenus au Canada, c'est très rare qu'on a en fait je pense, cette capacité-là. Moi, je ne l'avais pas avant de trouver ces chiffres-là. Donc, je vois qu'on a encore une fois atteint un équilibre. Alors, jusqu'à présent, on a 12 % des gens qui pensent que c'est 42 400, 33 % des gens qui pensent que c'est 36 900 et 17 % des gens qui pensent que c'est 35 500. Et, mon sondage ne peut pas fermer parce qu'il y a encore quelqu'un qui répond, donc on va prendre le temps de comptabiliser la réponse de la personne qui reste. Mais la bonne réponse, c'était 36 900. Et si on regarde le revenu moyen de tous les Canadiens, donc je prends la distribution complète puis je regarde la moyenne, elle est à 52 000 $. Donc évidemment, la moyenne est un peu plus grande que la médiane parce qu'on a une concentration de la richesse au haut de la distribution. Mais tout ça pour vous brosser un peu un portrait de ce qu'est la distribution de revenus à l'heure au Canada. Et donc, il y a vraiment là, un niveau d'inégalité qui est bien tangible, qui est bien concret. Et qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens en économie comme dans d'autres disciplines qui essaient de comprendre c'est quoi l'impact de ces inégalités-là sur la société. Si on regarde encore une fois juste un peu l'évolution du revenu moyen de différents groupes de la population au cours des 30 dernières années, on voit que le revenu moyen chez les plus riches, chez le 1 % des plus riches, a beaucoup augmenté.
Chez les 10 plus riches, ça a augmenté de façon assez importante aussi. Mais si on regarde le revenu moyen au sein de la population, on se rend compte qu'il est demeuré assez stable, en fait, au cours des 30 dernières années. C'est assez impressionnant de regarder la ligne qui a l'air d'une ligne presque parfaitement horizontale. Et ces revenus-là, je les ai ajustés en fonction de l'inflation. Donc, c'est vraiment en dollars constants et on se rend compte que le revenu moyen au sein de la population est demeuré assez constant. Pardon, le rose pâle, c'était le revenu des gens au bas de la distribution, le revenu moyen, le revenu moyen de toute la population est en Bourgogne ici. Mais on voit que ces deux lignes-là sont presque parfaitement parallèles et horizontales, c'est-à-dire que alors que le pouvoir d'achat des gens qui se situent au haut de la distribution continue d'augmenter assez rapidement, celui de la classe moyenne, ce qu'on aime beaucoup appeler la classe moyenne dans les médias, est demeuré assez constant. Maintenant, je vais vous montrer comment les inégalités ont varié dans le temps. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'elles varient également beaucoup dans l'espace. Et là, quand on pense à l'hétérogénéité des inégalités dans l'espace, souvent ce qu'on va se dire, c'est à des grandes villes comme Toronto, Montréal, elles sont plus inégales que des villes comme Québec, par exemple. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que même quand on regarde un petit espace géographique ou une seule ville comme Québec, on se rend compte que le niveau d'inégalité varie énormément d'un quartier à l'autre de notre ville. Je parle de Québec parce qu'évidemment, c'est là où je suis et j'imagine que c'est là où beaucoup d'entre vous êtes. Mais ce qu'on a ici, c'est la ville de Québec qui a été découpée par quartier. Et pour chacun des quartiers, j'ai pris le revenu moyen, que ça prend pour être dans le 1 des gens les plus riches dans ce quartier-là et le revenu médian. Ça nous donne une idée de la dispersion des revenus dans le quartier. Plus le carré est élevé ou plus le quartier est foncé, ça veut dire que le niveau d'inégalité est très élevé. Et plus on va vers une couleur pâle, c'est-à-dire que le niveau d'inégalité dans ce quartier-là est moins élevé. Et vous voyez que même au sein de la ville de Québec, il y a une bonne hétérogénéité dans le niveau d'inégalité qu'on a d'un quartier à l'autre. Bon, ça c'est jusqu'en 2018. Les chiffres que je vous ai montrés, c'est des chiffres de 2018. En 2020, la COVID a frappé. Et ce qui est un peu, parmi les autres raisons pour lesquelles la COVID est inquiétante, il y a le fait que c'est aussi venu potentiellement creuser des inégalités au sein de la population. Ce que je vous montre ici, c'est comment la moyenne des heures travaillées, donc du revenu de travail des gens qui sont dans différentes industries a évolué au sein de la première vague. Et là, je vous montre la première vague, mais pendant la deuxième et la troisième vague, le même phénomène, la troisième, on ne sait pas encore, mais pendant la deuxième vague, du moins, le même phénomène s'est reproduit à moins grande intensité par contre. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a certains corps de métier, certaines industries. J'ai vraiment la grande chance d'être dans l'une de ces industries-là où les choses peuvent se faire de façon assez dématérialisée. On n'a pas vraiment besoin d'être en contact avec les gens. Et donc, la COVID a eu un impact assez mitigé sur les conditions de travail, sur la capacité de travailler de ces individus-là dont je fais partie. Fait penser aux gens qui sont, par exemple, dans les industries de l'assurance, de la finance, de l'administration publique, etc. On se rend compte que la situation économique de ces gens-là s'est détériorée, mais de façon assez mitigée. Alors que pour d'autres industries, si vous connaissez des gens qui sont dans l'industrie de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, etc., là, ça a vraiment été très, très difficile pour ces gens-là côté revenu de travail. Et évidemment, ça fait en sorte que les inégalités, non seulement dans le temps, mais entre les secteurs, maintenant, se mettent à augmenter par rapport à ce qu'on avait au début de la pandémie ou avant la pandémie. Juste pour vous donner un autre graphique, celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la Banque du Canada, mais je trouve qu'il parle beaucoup. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé la population canadienne en 5 quintiles, donc 20 de la population. Le 20 de ceux qui sont dans les industries, les emplois qui sont les moins bien rémunérés et les 20 qui sont dans les emplois les mieux rémunérés. Et ils ont compté quel est le pourcentage des revenus de travail de tous les revenus de travail qui ont été perdus pendant la pandémie, quelle est la concentration dans chacun de ces quintiles-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que 30 des revenus de travail perdus qui étaient concentrés chez les gens qui sont dans des emplois à plus faible revenu et 8 seulement. C'est beaucoup 8 mais en proportion, c'est quand même peu comparativement dans le quintile des revenus les plus élevés par rapport à ce qu'on a dans le quintile des revenus les plus faibles. Donc, encore une fois, juste pour vous dire, même si vous vous en doutiez probablement, que la pandémie n'est pas venue améliorer la situation côté inégalité. La bonne nouvelle, c'est que les gouvernements ici, comme dans beaucoup d'autres juridictions, ont mis sur pied des mesures, notamment la prestation canadienne universelle, la PCU, ou CERB en anglais,
qui sont venus vraiment atténuer l'impact de la première vague et de la deuxième vague de la pandémie sur les inégalités qui ont pu être creusées. On s'est mis à donner des compensations financières, dans le fond, aux gens qui perdaient leur emploi, ce qui a permis de limiter l'impact réel de la pandémie sur le niveau d'inégalité qui aurait pu autrement être ressenti. Par contre, malgré ces mesures-là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même des inégalités qui se sont perpétuées, et une des façons de le voir, encore une fois, là, je reprends un graphique évocateur de la Banque du Canada, c'est que pendant la pandémie, les gens qui ont été capables le plus de mettre de l'argent de côté, c'est les gens ici qui étaient déjà dans un quintile de revenus le plus élevé, alors que les gens qui étaient dans un quintile de revenus le plus faible n'ont pas eu la même capacité de mettre des sous de côté, ce qui suggère que dans le futur, leur capacité de maintenir un standard de vie, leur capacité de dépenser, etc., ne sera pas la même. Okay? Donc, Dieu merci, il y a eu des mesures qui ont permis de limiter l'impact de la pandémie sur les inégalités, mais la pandémie n'aura quand même pas un effet nul sur la propagation des inégalités dans notre société. De plus en plus, on entend aussi parler que la reprise vient avec des opportunités économiques qui sont beaucoup plus fragiles pour certains groupes, des groupes qui souvent étaient ceux qui, ex ante, avaient aussi là, un plus grand niveau de fragilité. Donc, dans un contexte comme ça fait plusieurs minutes là, maintenant que je vous parle des inégalités et de la place qu'elles prennent dans notre société. Ce qui est intéressant de se poser comme question quand on est, comme moi, une économiste de la santé, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ces inégalités-là et la santé des individus? Et de mon point de vue, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui aussi, c'est comment est-ce que les économistes peuvent nous aider à comprendre ce lien-là. Okay? Comment est-ce qu'on peut utiliser les outils, les méthodes qu'on a en économique pour s'intéresser à un phénomène qui est fondamentalement de nature sociale et qui vient toucher ce qui est une des choses les plus importantes dans la vie des gens, c'est-à-dire leur santé. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les économistes, ça ne fait pas que calculer des taux d'intérêt ou il y a une misconception, les gens pensent souvent qu'on peut aider les autres à faire leur rapport d'impôt. Ce n'est pas vraiment ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'économistes qui, comme moi, s'intéressent à des problématiques qui sont fondamentalement sociales et souvent liées à la santé des individus. Donc, ce que je vais vous présenter, juste une petite promo ici pour ma collègue, ce que je vais vous présenter pour le reste de notre temps ensemble, ce sont les résultats et le fruit de travaux que je mène avec l'une de mes collègues là, qui est à l'Université de Toronto, Boriana Miliucheva, avec qui j'étais étudiante au doctorat, en fait. Donc, ce que je vais vous présenter pour le reste, c'est et de moi et d'elle, donc je vais un peu lui donner le crédit. Mais donc, deux aspects clés pour comprendre comment les inégalités peuvent se répercuter sur notre santé. Le premier, c'est qu'on veut comprendre comment nos revenus peuvent influencer notre santé, parce qu'évidemment, les inégalités de revenus, c'est lié à notre revenu. Mais de façon plus importante, ce à quoi j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est qu'est-ce qui cause quoi? Est-ce que nos revenus peuvent vraiment avoir un impact causal sur notre santé? Le deuxième aspect sur lequel c'est important de réfléchir, c'est quand on pense à l'impact des inégalités sur la santé, est-ce que c'est la pauvreté qui compte ou est-ce que c'est les inégalités qui comptent? Et on fera la nuance dans quelques instants. Et ce qu'on fait, nous, comme économistes, pour y réfléchir, c'est de mettre les mathématiques et les statistiques à profit pour essayer de répondre à cette question-là qui est fondamentalement, comme je le disais, de nature sociale. Donc, le premier aspect dont on doit discuter, c'est ce qu'on appelle en économie un problème d'endogénéité, c'est-à-dire qu'est-ce qui cause quoi? On sait que si on observe, par exemple, l'état de santé moyen chez les gens qui ont un revenu qui est plus faible versus l'état de santé moyen des gens qui ont un revenu plus élevé, souvent, on va se rendre compte qu'il y a un débalancement. Les gens qui ont tendance à avoir des revenus plus faibles vont également plus souvent avoir un état de santé qui est compromis, alors qu'il y a moins de gens qui ont un revenu élevé qui, toute autre chose étant égale par ailleurs, semblent avoir un état de santé qui est compromis, en fait. Mais là où c'est plus compliqué que ça en a l'air, c'est qu'évidemment, on peut penser que si notre revenu diminue, on peut éprouver des problèmes qui font en sorte que notre santé commence à se détériorer. Mais si notre santé se détériore parce que notre revenu se détériore, ce qui est aussi possible, c'est qu'on puisse moins aller travailler. On a plus besoin de prendre des congés ou de se retirer du marché du travail. On devient moins productif parce que, je ne sais pas, mais on souffre, on a de la douleur, notre concentration est affectée et ça peut faire en sorte que notre revenu diminue. Maintenant, notre revenu diminue encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien là, oups, il y a de nouveaux problèmes de santé qui surviennent. Et ça peut encore une fois nous mener à avoir un revenu qui est plus faible parce que ça compromet notre capacité à participer
participer au marché du travail. Et donc, on a cette roue qui tourne là et un lien bidirectionnel, en fait, entre le revenu et la santé et le revenu. Et ce cercle-là se nourrit. Mais ce qui est intéressant de comprendre d'un point de vue de politique publique et du point de vue des économistes, c'est quoi le lien causal? Est-ce qu'on peut arrêter la chaîne et essayer de juste comprendre c'est quoi le lien causal entre le revenu et la santé avant que la santé ait le temps de venir affecter notre revenu? Donc, on coupe la chaîne puis on regarde juste une moitié du cercle plutôt que le cercle au complet pour comprendre quel est l'effet causal du revenu sur la santé. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un effet causal du revenu sur la santé des individus. Si votre revenu est plus faible, c'est plus difficile d'avoir accès à certains soins. Évidemment, au Canada, on est chanceux, on a une assurance santé universelle qui nous permet d'avoir accès aux services d'un médecin sans avoir à débourser. Mais pour certains autres services de santé, je pense notamment à la psychothérapie ou à l'accès à des soins pour la santé mentale, là, le revenu peut être directement corrélé à notre accès, ce qui fait en sorte que lorsque nos revenus diminuent, on peut être moins capable d'accéder à ces soins-là et ça peut évidemment avoir un impact sur notre santé. L'assurance médicaments, souvent, est liée à l'emploi. Donc, des personnes qui ont un plus faible niveau de revenu, qui ne sont peut-être pas en emploi, qui n'ont pas un lien d'emploi qui est stable, peuvent avoir un moins grand accès à des médicaments. Évidemment, il y a des programmes d'assurance médicaments pour les gens qui sont sur l'aide sociale, mais il y a quand même une catégorie de population pour laquelle l'accès à de la médication peut être limité puisque leur lien d'emploi n'est pas aussi fort ou leur employeur n'est pas aussi généreux que d'autres. Si votre revenu est plus faible, ça peut influencer votre milieu de vie, votre milieu de travail. Vous pouvez avoir accès à des logements dont la qualité de l'air est moins grande, par exemple, et ça encore, ça peut venir affecter votre santé. Évidemment, ceux d'entre vous qui ont déjà souffert d'un manque de ressources ou qui ont déjà été dans une situation financière difficile savent que ça vient aussi avec un stress et ce stress-là peut venir affecter votre santé. Ça peut venir des problèmes de sommeil, ça peut limiter votre capacité même à vous alimenter comme vous le voudriez. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes d'entre vous qui avaient travaillé sur la question ce qu'on appelle des déserts nutritionnels, mais dans plusieurs quartiers, notamment à faible revenu, on se rend compte que l'offre alimentaire n'est pas aussi grande ou n'est pas de la même qualité que dans d'autres quartiers où sont concentrés les gens avec des revenus plus élevés, où les loyers, par exemple, sont plus élevés aussi. Donc, il y a plusieurs raisons de penser justement qu'il y a un lien causal des revenus vers la santé, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer vraiment de comprendre c'est quoi ce lien causal-là avant que la santé puisse venir affecter vos revenus en retour. Aspect 1. Aspect 2, j'en ai glissé un mot tout à l'heure. Ce qui est important de comprendre aussi d'un point de vue de politique publique, c'est est-ce que c'est les inégalités ou est-ce que ce sont, les inégalités ou est-ce que c'est la pauvreté qui peut mener à une détérioration de la santé des individus. Là, je vous donne deux situations fort différentes et qui peuvent venir à des conséquences différentes sur la santé des individus. Donc, d'une part, on peut avoir une situation où on a des inégalités qui augmentent parce que les revenus vont augmenter chez les personnes qui sont en haut de la distribution et diminuer chez les personnes qui sont au bas de la distribution. Donc, on a une situation où on a eu un accroissement des inégalités, mais également de la pauvreté. On peut se retrouver dans une autre situation, par contre, où ce sont les revenus qui augmentent de façon plus rapide au haut de la distribution, au bas de la distribution, mais le bas de la distribution réussit quand même à maintenir un niveau de vie qui est constant ou même qui s'améliore, mais qui s'améliore moins vite qu'au haut de la distribution. Et dans ce cas-là, ce qu'on a, c'est un accroissement des inégalités sans avoir d'augmentation de la pauvreté. Okay? Et c'est un peu ce qui s'est passé, là, comme les graphiques que je vous montrais tout à l'heure, c'est un peu ce qui s'est passé au Canada depuis les années 80. C'est-à-dire que les riches sont devenus plus riches et les autres sont restés au même niveau. Mais dans ce cas-là, ce qu'on a, c'est justement un accroissement des inégalités sans nécessairement avoir un accroissement de la pauvreté dans la classe moyenne. Évidemment, si on regarde certains sous-groupes, la pauvreté peut s'accentuer, mais si on prend vraiment une vue à vol d'oiseau, il est possible d'avoir une situation comme celle-ci. Et la question qu'on se pose, c'est du point de vue de la santé des individus, est-ce qu'on s'inquiète du scénario 1 ou juste, est-ce qu'on s'inquiète juste du scénario 1 ou est-ce qu'on doit s'inquiéter aussi du scénario 2? Deux concepts à introduire pour savoir s'il faut s'inquiéter du scénario 2. Celui du revenu absolu et celui du revenu relatif. Revenu absolu, c'est très, très facile. C'est l'argent que vous avez dans vos poches. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un revenu absolu qui est d'un certain niveau. Oups, à un moment donné, vous avez moins d'argent. Et oups, à un moment donné, vous pouvez avoir plus d'argent, mais c'est vraiment en dollars seulement. Vous voyez le montant, vous savez si ça monte ou si ça descend, c'est très, très clair. Okay? Le revenu relatif, c'est un peu plus complexe, quoique c'est assez simple aussi. L'idée, c'est que vous avez un niveau de revenu absolu et il y a des gens autour de vous qui ont eux aussi un niveau de revenu absolu. Au départ, tout le monde peut avoir à peu près le même revenu et là, boum, votre revenu absolu à vous diminue.
Si le revenu absolu de tout le monde autour reste le même, ça veut dire que votre revenu relatif baisse également, en même temps que votre revenu absolu. Donc, vous avez un revenu absolu qui baisse et relativement aux autres, votre revenu a aussi baissé. Par contre, si tout le monde est soumis au même choc, tout le monde a un revenu absolu qui descend, mais là, votre revenu absolu a diminué, mais votre revenu relatif reste à peu près le même parce que relativement à ceux des autres, vous avez maintenu un certain niveau de vie. Il est possible que votre revenu absolu n'ait pas bougé, mais que le revenu absolu de ceux autour de vous ait diminué. Là, c'est votre revenu relatif qui augmente sans que votre revenu absolu n'ait bougé. Et il est aussi possible que, pardon, j'allais trop vite. Il est aussi possible que votre revenu absolu augmente, mais que le revenu absolu des gens autour de vous augmente en même temps. Et donc, là, votre revenu absolu a augmenté, mais votre revenu relatif va être resté le même. Et on va servir du concept de revenu relatif pour venir justement différencier l'impact de la pauvreté, l'impact des inégalités sur la santé lorsqu'on maintient un niveau de revenu absolu qui est constant, mais que c'est notre niveau relatif qui change. Et on va se poser la question, est-ce que d'avoir seulement un niveau de revenu relatif qui change, est-ce que ça peut avoir des impacts sur votre santé? Pourquoi est-ce que le revenu relatif viendrait affecter votre santé? Il y a beaucoup de recherches qui sont par ailleurs pas les mêmes qui ont été faites, que ce soit par des sociologues, que ce soit par des gens qui s'intéressent à la structure du cerveau, des neuroscientifiques, etc., qui suggèrent que peut-être pas l'un, mais l'un des importants canaux de transmission d'un revenu relatif vers la santé, c'est le stress. Un stress que souvent on va appeler le stress psychosocial, hein, c'est-à-dire le stress de se maintenir au niveau des autres ou, par opposition, le stress d'avoir l'impression de tirer de l'arrière. Ceux d'entre vous qui êtes familiers avec les travaux récents de deux grands économistes, Anne Case et Angus Deaton, ont peut-être entendu parler là, de tout ce qui est les deaths of despair, les morts du désespoir. Et l'une des thèses qu'ils mettent de l'avant, c'est justement l'idée que certaines parties de la population américaine qui sentent qu'ils tirent de plus en plus de l'arrière, qui n'arrivent pas à se maintenir au même niveau que les autres parce que la société s'enrichit et eux stagnent, et bien que ça peut avoir un impact sur leur santé. Et donc, c'est vraiment à travers ce canal-là du stress souvent qu'on pense que ces effets-là vont se manifester. Maintenant, pourquoi le stress? Encore une fois, ça, je vais le chercher des travaux des autres, c'est pas ma spécialité, mais l'idée ici, ce serait que lorsqu'on est sujet à un stress qui a une haute fréquence ou qui est à fréquence à haute fréquence, qui est d'une longue durée ou qui est chronique, ce que ça peut faire, c'est que ça peut venir augmenter votre pression artérielle, changer le niveau de cortisol, d'insuline dans votre corps. Et tout ça, ça peut causer un affaiblissement du système immunitaire qui peut résulter en des vulnérabilités de santé. Il y a très peu d'études qui sont faites sur des populations représentatives ou à très large échelle qui permettent d'examiner le lien causal, encore une fois. Est-ce que c'est vraiment une chute de votre revenu relatif qui va venir causer tout ça? Ou est-ce qu'une chute de votre revenu relatif, c'est le fruit d'un tel mécanisme qui s'est déjà produit et qui fait en sorte que, bon, si vous avez des vulnérabilités de santé, vous pouvez ensuite avoir plus de difficultés à augmenter vos revenus alors que ceux autour de vous les augmentent, par exemple. Donc, qu'est-ce que les économistes peuvent faire pour répondre à ces questions-là ou quels outils on peut utiliser, quels outils on peut aller chercher dans la boîte dont on dispose pour répondre à ces deux questions-là, c'est-à-dire est-ce que ce sont vraiment, ou quelle est la portion de la corrélation revenu et santé qui est causée par le revenu vers la santé? Et d'autre part, est-ce que c'est le revenu absolu ou est-ce que c'est le revenu relatif qui compte lorsqu'on observe qu'une diminution du revenu peut s'accompagner d'une détérioration de l'état de santé des individus? L'une des stratégies qui est à notre portée comme économiste ou l'un des outils qu'on va aller utiliser, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un choc exogène sur la distribution de revenus. Et là, vous allez me dire, Marc-Pierre, tu vas chercher ça loin, mais donnez-moi quelques minutes et je vous explique. Mais un choc exogène, ce qu'on a en tête avec ça, c'est un choc qui va venir influencer, mais un choc exogène dans le contexte de la question qu'on se pose ici, c'est-à-dire est-ce que le revenu a un impact sur la santé et lequel, le revenu relatif ou le revenu absolu. Ce qu'on veut aller chercher, c'est un choc qui va influencer le revenu des individus sans avoir aucun lien avec leur santé. Et le choc dont moi je vais vous parler aujourd'hui, c'est un choc sur le prix du pétrole. Okay? Donc, supposons qu'on a le prix du pétrole qui augmente, comme ça a été le cas beaucoup là, au cours de la deuxième moitié des années 2000. Ce à quoi on s'attend,
c'est que ça a un impact sur les revenus de certains individus. Pas tous, mais de certains. Et tout ce dont on a besoin, c'est que ça influence le revenu de quelques individus. Je vous explique bientôt. Par contre, on veut que ça n'ait pas d'impact sur la santé des individus. Okay? Là, vous allez me dire, oui, mais Marie-Pierre, si le prix du pétrole augmente, peut-être que là, ça va augmenter à long terme la pollution et ça peut avoir un impact sur la santé des gens. Vrai, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder le très court terme, c'est-à-dire un horizon où le prix du pétrole va avoir le temps d'augmenter les revenus des individus sans avoir le temps de se répercuter directement sur leur santé. Et donc, l'idée ici, c'est toute corrélation, tout co-mouvement entre le prix du pétrole et la santé des individus. On va essayer d'aller regarder si c'est, en bon québécois, drivé, si ça provient de l'impact du prix du pétrole sur le revenu. Donc, on regarde l'impact du prix du pétrole sur le revenu comme un peu l'outil pour comprendre l'impact des revenus sur la santé des individus. Okay? Je vous illustre ce que j'ai en tête de façon un petit peu plus concrète. Supposons que vous avez une augmentation du prix du pétrole. On s'attend à ce que cette augmentation-là ait un impact à la hausse sur les revenus des gens qui travaillent dans l'industrie pétrolière de façon beaucoup plus importante que sur le reste de la société. Ce qui fait en sorte que si un travailleur de l'industrie pétrolière habite dans un quartier, par exemple, où il est le seul à travailler dans l'industrie du pétrole, c'est un peu extrême comme exemple, mais c'est vraiment juste pour vous donner une idée stylisée en fait de la stratégie d'identification que j'ai en tête pour essayer de comprendre comment le revenu relatif des gens peut influencer leur santé. Donc, on a une augmentation du prix du pétrole, ça augmente le revenu des gens qui travaillent dans l'industrie pétrolière. Et là, on est dans le cas d'un quartier où il y a une personne seulement qui travaille dans l'industrie pétrolière. C'est le seul pour lequel les revenus augmentent. Son revenu absolu augmente et son revenu relatif augmente. Maintenant, imaginez-vous qu'on a la même augmentation du prix du pétrole, le même travailleur de l'industrie pétrolière dont les revenus augmentent, mais il habite dans un quartier où tout le monde travaille dans l'industrie pétrolière. Ce qu'on a, c'est que son revenu absolu va augmenter, mais le revenu de tout le monde autour de lui augmente et donc son revenu relatif reste à peu près le même. OK? Ce qu'on peut avoir aussi, c'est le cas d'un travailleur dans l'industrie pétrolière, notre ami en rouge ici. Le cas d'un travailleur qui ne travaille pas dans l'industrie pétrolière, notre ami en rouge ici, et qui est dans un quartier où tout le monde travaille dans l'industrie pétrolière. Et là, lorsque le prix du pétrole augmente, les revenus de tout le monde autour de lui augmentent. Le sien n'augmente pas, son revenu absolu reste constant, mais son revenu relatif va diminuer parce que celui de tout le monde autour de lui augmente sans qu'il soit capable d'atteindre le même niveau. Okay? Et donc, c'est ces cas de figure-là qu'on va aller chercher dans les données, qu'on va isoler à l'aide d'outils mathématiques et de modélisation statistique pour mieux comprendre l'impact d'un changement de revenu relatif des individus sur leur santé. La première étape qu'il faut faire, c'est de se trouver des données pour le faire. Au Canada, on est très, très chanceux. Là, on a de très bonnes données administratives qui sont accessibles aux chercheurs comme moi, comme mes étudiants, comme mes collègues. Donc, les données dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des données de recensement. Ceux d'entre vous qui recevez le formulaire long du recensement, très important de répondre. Ça me permet de faire ma recherche. Ça permet à beaucoup d'autres personnes de faire leur recherche. Mais c'est donc des données de recensement dans lesquelles on observe là où les gens résident, mais aussi dans quelle industrie ils travaillent. Okay? Et donc, vous comprenez que pour cette recherche-là en particulier, c'est très important. C'est une clé, en fait, pour être capable de faire la recherche que je vous présente. Et ces données-là sont ensuite couplées de façon totalement anonymisée à des données administratives d'hospitalisation. Donc, à chaque fois que quelqu'un qui a rempli le formulaire long du recensement apparaît à l'hôpital, il apparaît dans mes données, je peux voir pour quelle raison il est allé à l'hôpital. Encore une fois, là, rassurez-vous, je n'observe l'identité de personne et les données sont protégées de telle façon que même si je voulais, je ne serais pas capable de savoir qui se trouve dans mes données, mais j'ai suffisamment de détails pour être capable de répondre à la question qui nous intéresse cet après-midi. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qu'il faut faire, d'une part, c'est identifier les travailleurs dont le revenu va augmenter avec le cours du pétrole. Et là, je vous ai parlé des travailleurs de l'industrie pétrolière. C'est une hypothèse qui, a priori, semble assez raisonnable, mais toujours faut-il la tester pour s'assurer que c'est vrai. Et donc, ce que je vous montre ici, c'est l'évolution du prix du pétrole, en bleu, l'évolution du chômage chez les gens qui travaillent dans l'industrie pétrolière, et l'évolution du chômage chez tous les autres travailleurs. Et vous voyez que la relation est inverse, c'est-à-dire lorsque le prix du pétrole augmente, le chômage diminue, lorsque le prix du pétrole diminue, le chômage augmente chez les travailleurs de l'industrie pétrolière, mais que ce lien-là n'est pas du tout aussi fort chez les autres travailleurs au Canada. Et si on va estimer la relation entre ces deux-là, c'est une relation qui est très, très forte. Et même lorsqu'on essaie de contrôler pour d'autres facteurs, on retrouve la même relation qui est très économiquement
importante et statistiquement significative. Donc, mission accomplie, on a trouvé un groupe de travailleurs qui est affecté par l'industrie, le cours du pétrole, et les autres ne semblent pas l'être. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler aux statistiques et à l'économétrie pour aller tester l'importance de cette relation-là dans les chiffres, et on garde ça de côté. La deuxième étape, c'est d'identifier la composition des travailleurs dans tous les quartiers. Là, je vous l'ai dit, on a la chance d'avoir de très, très bonnes données pour le faire au Canada. Et donc, grâce aux données de recensement, ce qu'on peut aller faire, c'est le portrait de chaque quartier au Canada pour trouver quelle est la proportion de gens qui travaillent dans l'industrie pétrolière. Et ça aussi, encore une fois, ça aide à comprendre quand le cours du pétrole augmente. Pour un travailleur de l'industrie pétrolière, est-ce que le revenu absolu et relatif augmente? Pour un travailleur qui est dans une autre industrie, est-ce que le revenu relatif diminue sans que le revenu absolu monte? Parce qu'on connaît le quartier dans lequel ils vivent et on sait quelle proportion des gens vont avoir un revenu qui varie avec le cours du pétrole et quelle proportion n'a pas, des gens autour d'eux ne va pas varier avec le cours du prix du pétrole. Ou le cours du pétrole, pardon. La troisième étape, c'est ensuite de venir modéliser les changements au revenu absolu et relatif des travailleurs qui est causé par ce changement au prix du pétrole. Évidemment, en fonction de l'industrie dans laquelle ils travaillent et en fonction de l'importance de l'industrie du pétrole dans leur quartier. Rappelez-vous mes petits pictogrammes de tantôt. Hein? Ici, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient identifier qui travaille dans l'industrie pétrolière, qui n'y travaille pas, et quelle est la proportion des gens autour d'eux qui travaillent dans l'industrie du pétrole. Et donc, on peut recréer ces mouvements aux revenus, où on peut comprendre ou identifier ces mouvements aux revenus relatifs et aux revenus absolus des individus. Et finalement, la dernière étape, c'est d'aller retracer l'impact de ces changements-là sur la probabilité d'hospitalisation des individus, encore une fois, grâce aux données très riches auxquelles il est possible d'avoir accès. Encore une fois, ici, l'économétrie et les statistiques viennent à la rescousse. Donc, s'il y a des étudiants parmi vous qui êtes au cégep, par exemple, et que vous êtes en train de faire des maths, vous vous demandez qu'est-ce que ça mange en hiver des maths dans la vraie vie, ça fait en sorte qu'on peut venir calculer le type d'impact dont je vous parle à l'aide de formulations mathématiques, à l'aide de techniques statistiques, de techniques d'économétrie. L'économétrie, c'est vraiment là, si je pouvais le résumer à sa plus simple expression, c'est les maths et les statistiques au profit des sciences sociales. On a appelé ça l'économétrie. C'est les techniques que les économistes utilisent pour faire leur travail. Et on vient estimer des équations qui ont l'air de ça, dans lesquelles chacun des termes, ça correspond à ce qu'on appelle une variable dans les données. Hein. Donc, ce qu'on observe dans les données, on vient le mettre dans notre équation. L'équation est inspirée du modèle de l'intuition que je vous ai présenté. Et ça permet de comprendre quelle est la probabilité d'être hospitalisé lorsque le prix du pétrole augmente, si votre revenu absolu change sans que votre revenu relatif ne soit modifié, ou à contrario, si votre revenu relatif est modifié sans que votre revenu absolu ne change. Bon, tout ça, c'était un peu de la poutine, mais je pense que c'est important d'un peu expliquer comment les économistes en arrivent aux conclusions qui vous sont présentées parfois dans les téléjournaux ou c'est dans les journaux même, si vous entendez des économistes parler, si vous assistez à des conférences comme la mienne. C'est important de connaître les résultats des travaux, mais je pense que c'est aussi très intéressant de comprendre comment on en arrive à des conclusions comme celle-ci. C'est quoi les techniques qu'on peut mettre en place pour essayer de comprendre vraiment le lien de causalité entre deux phénomènes qui nous intéressent. Pourquoi le lien de causalité? Parce qu'évidemment, c'est ce qu'on veut faire, c'est briser la chaîne entre le revenu et la santé, essayer d'aider les gens qui ont un revenu plus faible à avoir une meilleure santé. Mais c'est important de comprendre d'où le phénomène vient. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas en santé et ensuite ils n'arrivent pas à gagner des revenus? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des faibles revenus, ça se répercute sur leur santé? Il y a un peu des deux, hein, mais quel est le lien causal d'un côté comme de l'autre? C'est important de le comprendre pour être capable de planifier les bonnes politiques, mais aussi de prédire comment certaines politiques peuvent améliorer la situation ou au contraire ne peuvent pas l'améliorer. Tout ça pour vous dire que grâce à tout ça, ce qu'on peut obtenir, évidemment, ce sont des résultats. Et donc, le verdict, c'est quoi l'impact des inégalités sur la santé? Est-ce qu'on est capable de le mesurer? Et si oui, qu'est-ce que ça donne? La première partie de la réponse, c'est que si on regarde l'impact d'une augmentation du revenu absolu sur la santé, on trouve qu'en moyenne, il y a un impact positif. Là, je vous dis en moyenne, hein, parce que c'est important de comprendre que l'impact n'est pas le même pour tout le monde. Il y a une distribution des impacts. Les impacts sont hétérogènes au sein de la population, mais si on regarde l'effet moyen, on se rend compte qu'effectivement, il y a un impact positif d'une augmentation du revenu sur la santé des individus. Je donne un exemple qui est issu de mes travaux. Ce que je trouve, c'est qu'une hausse du prix du pétrole de 10 $ peut amener à une réduction de la probabilité que les gens soient hospitalisés
chez les travailleurs de l'industrie du pétrole, évidemment, parce que c'est chez eux qu'on observe un mouvement du revenu absolu qui peut aller jusqu'à 2,3 %. Donc, la probabilité d'être hospitalisé diminue de 2,3 % par rapport à ce qu'elle était antérieurement lorsque le revenu des gens augmente. Et ça, c'est vrai surtout pour ceux qui avaient un revenu qui était plus faible au départ. Hein. Et donc, on imagine que c'est chez ces personnes-là que l'impact à la marge est le plus important, évidemment, parce qu'elles partent de plus loin. Pardon. Et ce que ça veut dire, c'est qu'une hausse des inégalités qui est accompagnée d'une hausse de la pauvreté, bien, ça pourrait avoir des impacts négatifs sur la santé des individus parce que plus notre revenu absolu diminue, plus ça peut compromettre notre santé via les mécanismes dont je vous ai parlé il y a déjà plusieurs minutes. Ce que ça veut dire aussi, c'est que des mécanismes comme la PCU qui a été mise en place pendant la pandémie, ça a la possibilité d'aider à la santé des gens de deux façons. Évidemment, en aidant les gens à rester chez soi lorsqu'il y a un potentiel de contamination. Ça n'a rien à voir avec mes travaux, mais c'est quand même important de le souligner. Mais aussi en permettant aux gens de maintenir un certain standard de vie, ça peut améliorer leur santé, COVID mis à part. Et donc des politiques comme ça sont susceptibles d'avoir un double impact sur la santé des individus, dont un qui vient spécifiquement du lien causal des revenus vers la santé. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut faire très attention à une reprise économique en cas. Il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui avaient entendu parler là, du risque de cette reprise en cas-là. Ce que ça veut dire, une reprise en cas, c'est une reprise où les riches se mettent à mieux aller et les pauvres, eux, les pauvres, c'est un terme que j'utilise pas de façon péjorative, là, mais les gens qui sont au bas de la distribution, qui sont déjà plus fragiles, les gens qui sont déjà souvent plus marginalisés, eux, voient leur situation qui continue à se détériorer pendant que celle des plus fortunés ou des moins vulnérables augmente. Et si on observe une reprise comme ça, ce que ça veut dire, c'est attention à la santé des gens qui sont au bas de la distribution. Parce que pour eux, là, le lien santé-revenu absolu peut venir compromettre leur niveau de vulnérabilité du point de vue de la santé. Encore une fois, ça, c'est un graphique qui a été fait là, par la Chambre de commerce américaine, qui s'est beaucoup penchée sur la question parce que le problème des inégalités aux États-Unis est un peu plus important que chez nous. Mais reste que le risque de reprise en cas est présent un peu partout sur le globe et c'est important de comprendre que ça peut avoir des impacts sur la santé des individus. Maintenant, est-ce qu'une diminution du revenu relatif peut avoir un impact négatif sur la santé des individus? Oui, et ça, même sans changement absolu. Donc, si je regarde encore une fois le cas dont je vous parlais tout à l'heure, la personne qui ne travaille pas dans l'industrie pétrolière, mais qui est entourée de gens qui travaillent dans l'industrie pétrolière et dont le revenu se met à augmenter, alors que le sien reste le même. Cette personne-là qui donc se met un peu à tirer de l'arrière, ben, on voit qu'il peut y avoir des impacts nocifs sur sa santé quand on vient essayer de trouver l'impact causal de cette relation-là entre le revenu relatif et la santé des individus. Ce que je trouve dans mes travaux encore, c'est qu'une hausse du prix du pétrole de 10 peut augmenter la probabilité d'hospitalisation chez les individus qui ne travaillent pas dans l'industrie pétrolière, mais qui sont entourés de gens qui travaillent dans l'industrie pétrolière, jusqu'à 1,6 % par rapport à ce qu'elle était antérieurement. Ça, c'est à très court terme. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est à très court terme, c'est-à-dire que je regarde une photo assez immédiate de ce que ce changement-là au prix du pétrole peut avoir sur la santé des individus. Justement, comme je disais tout à l'heure, pour pas que l'activité pétrolière se mette à influencer la santé des individus elles-mêmes sans passer par le revenu. Et on trouve des effets quand même le même en regardant à très courte échelle. Et ce qu'on trouve aussi, c'est que cet effet-là provient surtout en fait d'hospitalisations qui sont liées à des problèmes qui sont liés à la santé mentale ou à la consommation de substances. Et donc, le mécanisme dont je vous parlais tout à l'heure, le stress psychosocial, semble ici là, vraiment avoir un impact causal sur la santé des individus lorsque leur revenu relatif diminue. Ce que ça veut dire, évidemment, c'est que la tendance à la hausse des inégalités telles que celles qu'on observe depuis 1980, donc des inégalités qui sont vraiment causées par une concentration de la richesse au haut de la distribution, même s'il y a une grosse proportion de la population qui réussit à maintenir un certain standard absolu, comme elles perdent en termes relatifs, c'est susceptible, ce type de croissance économique-là, d'avoir un impact sur la santé des individus, même si le revenu moyen au sein de la population ne diminue pas. Évidemment, l'effet est moins important en termes de magnitude que lorsque le revenu absolu des individus diminue. C'est-à-dire que si votre revenu absolu diminue, c'est pire que si votre revenu relatif diminue. Mais c'est quand même pas un effet qui est nul. Et je pense que d'un point de vue de santé publique, c'est important de garder ça en tête lorsqu'on observe la croissance des inégalités au sein de nos sociétés.
Et évidemment, dans un mode post-COVID, pardon, ce que ça veut dire, c'est qu'une récession, pas une récession, mais une reprise en cas, comme celle dont je vous parlais tout à l'heure, ça peut avoir un double impact négatif parce qu'évidemment, on a des gens dont le revenu absolu et relatif diminue. Et ça, ben, ça peut être encore plus hypothéquant pour leur santé. Donc, au final, revenu, santé, tout n'est pas relatif, mais il y a quand même un petit impact de votre position relativement à celle des autres qui peut venir se répercuter sur votre santé. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je pense que j'ai même un petit peu dépassé là, le 40 minutes que je vous avais promis, mais je vous remercie infiniment pour votre attention et je suis ravie de répondre à vos questions si tant est que vous en ayez. Et juste un petit merci à mes partenaires, là, comme Annie le disait au début de la présentation. Je suis titulaire d'une chaire de recherche qui s'appelle la chaire de recherche en partenariat Sentinelle-Nord en économie et santé du cerveau. Ça prend un grand respire pour le dire tout d'un coup. Et les partenaires là, de ma chaire de recherche sont Sentinelle-Nord, la Fondation Cerveau, l'Université Laval, la Faculté des sciences sociales et le département d'économique où je suis basée et le CIUS de la capitale nationale. Donc, je les remercie beaucoup de m'aider, de soutenir mes travaux et de me permettre de comprendre mieux les liens entre les inégalités et la santé des gens. Vous êtes toute excusée, Madame Isabelle, puisque c'était fort intéressant. Un grand, grand merci. Alors, j'aimerais maintenant laisser l'occasion à nos participants et participantes de poser leurs questions, puisque nous sommes rendus à cette étape de la séance. Alors, je vous rappelle d'utiliser la section questions-réponses et non pas le chat pour poser par écrit vos questions. Alors, ça me fera plaisir de les lire à voix haute. Nous recevons déjà une question, soit combien de temps faut-il être exposé à une chute du revenu relatif pour que les effets se matérialisent sur la santé? J'en ai parlé un peu, là, c'est très important dans mon design de recherche de me concentrer sur le court terme, hein, parce qu'à long terme, si on a une hausse de l'activité pétrolière, ça peut lier à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, etc., qui, elle, peut venir affecter la santé, notamment pulmonaire des individus. Et donc, ce que je fais, c'est que je me concentre sur le très court terme. Et ce que j'observe, c'est que sur une période aussi courte que 3 mois, on est capable d'observer les effets dont je vous ai parlé. Donc, pas besoin d'être exposé là, à une chute de votre revenu relatif pendant des années pour que ça se matérialise. Évidemment, la recherche qui s'intéresse davantage aux mécanismes biologiques là, entre le stress et la santé des individus montre que plus longtemps on est, la chronicité du stress, donc plus longtemps on est exposé à ce stress-là, pire ou plus importants seront les effets sur la santé des individus. Mais évidemment, là, je me rends compte que je n'avais pas arrêté le partage d'écran, je m'excuse. Mais évidemment, on n'a pas besoin d'être exposé là, pendant des années à mais pas un retard, mais à un revenu relatif qui est plus faible pour que ça commence à avoir des impacts sur notre santé. Ou le corollaire de ça, c'est que si notre revenu relatif diminue de façon soudaine, ben, ça ne prend pas beaucoup de temps avant que malheureusement on soit capable de voir l'impact sur la probabilité d'hospitalisation. Et à ce propos, ce que je vous ai présenté, hein, c'est vraiment ce que moi j'appellerais la borne inférieure de l'impact qu'une chute du revenu relatif peut avoir sur la santé des gens. Parce que ce que j'observe, c'est un état de santé qui se détériore à un point tel que ça cause une hospitalisation. Mais si on était capable, si les données, puis je travaille là-dessus avec des collègues en ce moment, si on est capable de regarder hein, des diminutions de l'état de santé ou des détériorations, pardon, de l'état de santé des individus qui ne sont pas aussi extrêmes que celles qui causent une hospitalisation, évidemment, l'effet est amplifié hein, parce qu'on est capable d'observer des plus petites variations d'état de santé. Mais tout ça pour vous dire que le fait qu'on soit capable d'observer un effet sur les hospitalisations, sur un effet aussi extrême que les hospitalisations, même à court terme, ça veut dire que le phénomène est pas négligeable. J'ai une question ici d'une dame qui est en train de faire un baccalauréat et elle aimerait savoir s'il est possible d'entrer en contact avec vous car je suis en lien avec le gouvernement fédéral pour les effets négatifs des finances personnelles sur la santé. Avec grand plaisir. Je peux vous repartager là, mon écran quelques instants. J'ai mis mon adresse courriel ici.
Donc, vous pouvez m'écrire à cette adresse-là, c'est mon adresse à l'université, et ça me fera fort plaisir de vous répondre, mais aussi d'en entendre plus sur vos propres travaux. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs d'influence que le prix du pétrole? C'est sûr qu'on pourra en trouver. L'idée ici, souvent ce qu'on fait là, dans un design de recherche comme celui qui est présenté, c'est qu'on essaie de trouver un type de choc qui permet de modifier le revenu des individus sans modifier leur santé. Mais quelqu'un d'autre ou certains de mes collègues, par exemple, peuvent aussi réfléchir à la même question, puis utiliser un autre type de choc qui va venir influencer le revenu des individus sans influencer leur santé pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Il y a plus de recherches qui se fait sur l'impact du revenu absolu sur la santé que sur l'impact du revenu relatif sur la santé des individus. Mais dans les travaux super intéressants qui s'intéressent à une influence du prix pas du prix du pétrole, du revenu absolu sur la santé des gens vont utiliser d'autres types de chocs, comme par exemple des gains à la loterie. Donc, un gain à la loterie, ça augmente votre revenu, mais du jour au lendemain, ça ne peut pas augmenter votre santé sans passer par le revenu. Et donc, il y a ce type de choc-là que les gens vont utiliser. Après la crise économique, il y a aussi d'autres chercheurs qui, eux, ont regardé l'impact de mouvements boursiers sur l'épargne de retraite des retraités. Ou sur l'épargne des retraités, en fait, qui sont allés voir comment ça influence leur santé. Et l'idée ici, c'est qu'un choc boursier, ça ne devrait pas influencer la santé des retraités, sauf en passant par leur niveau d'épargne. Et donc, c'est une autre façon qu'on peut avoir de chercher un lien entre les revenus et la santé des individus. Donc, moi, j'utilise le prix du pétrole. C'est parce que j'ai des données et je trouvais que c'était une façon assez intuitive d'approcher la question. Mais c'est vraiment le travail des économistes, en fait, de regarder des phénomènes sociaux comme ça puis de se dire, OK, il y a un potentiel d'endogénéité ici. Le revenu peut causer la santé, mais la santé peut causer les revenus aussi. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser pour essayer de causer un choc aux revenus par lequel je vais essayer d'identifier l'impact du revenu sur la santé? Et en ce sens-là, le travail d'économiste, souvent, c'est un peu un travail de détective au sens où une grosse partie du travail, évidemment, c'est de mettre les mathématiques et la statistique au profit de la science sociale via l'utilisation de données, la modélisation, les équations, etc. Mais le travail en amont de ça, c'est vraiment de se dire, OK, comment je peux réfléchir à une façon de trouver l'impact causal de X sur Y? Et voilà, moi, je l'ai fait avec le prix du pétrole, mais ça peut se faire de plein d'autres façons. Merci. On nous demande, est-ce que c'est comme le prix de l'immobilier, par exemple? C'est intéressant. Effectivement. Là, par contre, avec le prix de l'immobilier, une petite nuance qui serait peut-être à apporter, puis c'est des recherches, c'est pas ce que je vous ai présenté aujourd'hui, mais ça se fait dans la littérature, là. Souvent, si le prix de l'immobilier fluctue, c'est la richesse et pas les revenus des gens qui va augmenter. Et donc, ça pourrait permettre effectivement là, des fluctuations sur la valeur des propriétés immobilières. Ça pourrait permettre potentiellement de comprendre l'impact de fluctuation à la richesse sur la santé des individus, par exemple. Et là, je vous parle de la santé, mais évidemment, ces techniques-là, je parle de santé parce que moi, je suis une économiste de la santé, donc j'ai un biais, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais tu sais, ce type de technique-là, ça s'applique sur une panoplie de sujets en sciences sociales et voilà, donc le prix de l'immobilier sur la richesse des individus et ensuite comment la richesse des individus influence leur santé, comment ça influence leurs habitudes de consommation, comment ça influence leur comportement en emploi, etc., etc. Ce sont toutes des questions qu'on se pose comme économiste. J'ai beaucoup de collègues au département qui font ce qu'on appelle de l'économie du travail. Donc, eux s'intéressent à comment différents changements dans l'environnement des gens vont modifier leur comportement de travail, vont modifier leur probabilité d'accepter un emploi, par exemple, à un salaire donné, s'ils sont plus riches, moins riches, si les gens autour d'eux ont un emploi, si les gens autour d'eux n'ont pas d'emploi. Tout ça, ce sont des questions auxquelles les économistes peuvent tentent de répondre et je pense peuvent répondre. Il y a vraiment des possibilités infinies. C'est ce qui est chouette, en fait, c'est que non seulement on met la rigueur mathématique à profit de notre réflexion, mais souvent, il faut avoir un petit côté créatif là, pour aller
pour aller réfléchir à un design de recherche qui nous permet de répondre à la question qui nous intéresse. Moi, c'est une de mes parties préférées du travail, c'est-à-dire m'asseoir, puis me dire comment je peux aborder cette question-là, puis qu'est-ce qui peut me permettre d'en arriver à la relation causale qui m'intéresse. Mais c'est très, très chouette à faire, en fait. Merci beaucoup. Une autre question, comment penser le lien entre richesse des individus et santé? C'est moins mon domaine d'expertise, okay? C'est celui de d'autres personnes, mais notamment par la question du stress, encore une fois. Hein. Si on sait qu'on a de l'épargne, mais souvent on peut être plus résilient à certaines petites fluctuations dans notre environnement, peu importe, parce qu'on a cette espèce de sécurité-là qui vient jouer. Donc, toute la chaîne, tout à l'heure, dont je parlais, de stress, augmentation de la pression artérielle, augmentation du changement du système endocrinien des individus, qui ont un impact sur le système immunitaire et qui peut créer des vulnérabilités de santé. Ça peut arriver par des changements à la richesse, par des changements en revenus. Encore une fois, les travaux dont moi je vous ai parlé aujourd'hui, tout se passe à très, très court terme. Donc, ce qu'on vient chercher, c'est vraiment plus des fluctuations de revenus que de richesse. La richesse n'a pas le temps de s'accumuler pour que ça vienne que j'en tienne compte pour l'interprétation des résultats, mais sur des designs de plus long terme, ça peut être justement cette stabilité ou cette sécurité-là qui vient influencer la santé des individus. Une autre branche de la recherche, encore une fois qui n'est pas la mienne, mais que je trouve super intéressante, c'est que souvent les gens vont regarder comment, pas souvent, mais quelques personnes s'intéressent à comprendre comment est-ce que la richesse des individus et la résilience qu'ils peuvent avoir à des événements comme la pandémie, hein, comme une perte d'emploi, comme la perte de vitesse de certains secteurs dans l'économie dans lesquels ils peuvent être employés ou non, comment ça peut fragiliser ou renforcer la santé des individus en présence de choc, hein, parce que l'épargne, la richesse, c'est un peu un coussin stabilisateur, si on veut, pour des fluctuations à court terme. Donc, la résilience qui est liée à la richesse, ça peut être une autre façon là, de réfléchir à la question. Encore une fois, ma recherche à moi se concentre sur des périodes de court terme, donc je n'ai pas cette interprétation-là, mais il y a un lien intéressant à faire entre fluctuation de revenus, richesse de base, santé, etc., là, à laquelle certains chercheurs s'intéressent. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Alors, ce n'est pas une question, mais nous avons un beau commentaire. Nous avons des commentaires, mais notamment ce dernier. Merci beaucoup pour cette belle conférence très intéressante. Merci, Alors, est-ce que vous souhaitez, la période de questions est maintenant terminée. Alors, nous vous remercions encore une fois, ainsi que tous les participants. Et je vous laisserai peut-être dire le mot de la fin, puis peut-être du coup préciser que tous nos programmes sont ouverts pour l'admission de l'automne 2021 en économique. Merci. Effectivement, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le menu déroulant là, avant la conférence, mais on a des programmes aux 3 cycles au département d'économie, on en a au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat. La maîtrise peut se faire à temps plein et à temps partiel avec mémoire, qui est une activité de recherche un peu plus soutenue, avec essai, qui est une activité de recherche un peu plus légère, mais très rigoureuse et sérieuse quand même. On a aussi des micro-programmes qui sont offerts au premier cycle. On a un micro-programme en économie du comportement. Hein, donc, pour les personnes qui voudraient se lancer qui voudraient faire le saut en économique, mais sans y passer 3 ans, mais il y a ces micro-programmes-là qui vous permettent d'acquérir certains outils qu'on a en économique et de le faire sur un horizon de plus court terme. Il y a aussi un micro-programme en économie du développement qui est offert à la maîtrise au 2e cycle. Mais en fait, tout ce que j'ai envie de vous dire avant de quitter, c'est simplement que je pense que l'économique, c'est une science qui est un peu méconnue. Là. Comme je le disais plus tôt, souvent les gens pensent que je peux les aider avec leur rapport d'impôt et c'est vraiment pas ce que je fais dans la vie. J'ai besoin d'aide, moi, parfois, pour faire mon rapport d'impôt, mais pour tous ceux d'entre vous qui êtes intéressés par les sciences sociales et politiques publiques, qui avaient une petite bosse des maths peut-être ou qui n'êtes pas trop intimidés par les maths, l'économique, c'est vraiment une belle discipline pour réfléchir à des questions comme celle-ci et puis venir là, utiliser les mathématiques, la statistique pour venir
aider les gens qui prennent des décisions dans les sphères sociales de la société pour améliorer la vie des gens, en fait. Et ceux d'entre vous qui êtes un peu intimidés par les mathématiques, mais qui songent à l'économique, je vous dirais que quand on trouve une raison de faire des mathématiques, elles deviennent vraiment moins intimidantes. Et l'économique, c'est vraiment une science qui permet de donner un sens très, très concret, très, très social aussi aux maths. Donc, si vous vous êtes reconnu là, un peu dans ce que je viens de dire, allez visiter nos programmes, allez vous renseigner, puis venez nous voir au département d'économique. Je pense qu'on est bien fun. Plus il y a de gens qui vont maîtriser nos outils, je pense que plus on va être capable de construire une société qui s'améliore. Et alors voilà. Donc, si vous avez des questions, là, vous avez vu mon adresse courriel un peu plus tôt, n'hésitez pas à me rejoindre. Si vous avez des trucs à partager, si vous faites de la recherche dans les secteurs qui sont connexes aux miens, ça me fait toujours énormément plaisir de découvrir ce que les autres font. Donc, n'hésitez pas et au plaisir de vous revoir, reparler, recommuniquer dans le futur. Merci encore énormément pour votre attention.